La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du balado Ensemble demain. Je pense que vous l'aurez compris, hein, les discussions que je vous propose ici, ben, ça vient souvent d'élan, d'intuition, d'aller à la rencontre d'une personne ou d'un thème ou d'un projet qui vient nourrir quelque chose, qui vient ouvrir le regard sur quelque chose. Puis je me dis souvent que ben, si ça crée l'étincelle chez moi de cet élan d'apprendre, de quoi apprendre, ben, ça peut peut-être l'éveiller chez vous. Puis ça fait un bout de temps déjà que j'explore dans Soenco, puis dans l'intime, comment est-ce qu'on peut se ramener dans une posture plus collaborative, plus inclusive, puis j'aime dire plus vivante, donc qui vient nourrir la vie. Et j'ai été interpellée par tout ce qui a trait au commun, puis différentes approches. Quand j'ai découvert Projet Collectif, ben, c'est venu nourrir dans le tangible, ce qui était encore pour moi très peu concret en fait. Et donc encore cette fois-ci, c'est dans un élan assez vivant que j'ai été amenée à contacter Vincent. Vincent Chapdelaine, qui est le cofondateur de Projet Collectif. Puis Vincent et son équipe, ben, ce qu'ils ont comme aspiration, en tout cas de ce que je comprends, c'est d'ouvrir les savoirs, de connecter les savoirs, mais aussi de connecter les gens entre eux en créant ces espaces à la fois de co-apprentissage, d'innovation, je sais pas, de retrouvailles peut-être entre nos humanités puis ce qu'on porte en nous. Et ils sont notamment les créateurs de la plateforme En commun qui vient précisément mettre dans le concret justement cette vision-là. Puis Vincent, ben, du parcours que j'ai pu saisir, a plusieurs cordes à son arc. C'est un humain qu'on ressent engagé, passionné envers justement cette mobilisation des savoirs, cette création d'espaces qui nous permettent d'être dans une démarche participative et puis d'amener une forme de démocratie en fait à ce niveau-là. Ce que j'ai pu lire aussi, c'est le parcours de bibliothécaire aussi, de philicien, d'accompagnateur de projets d'impact, donc différentes choses, mais qui se rejoignent au niveau du fait qu'il y a un élan qui est ressenti de contribuer à une société qui est plus ouverte et finalement plus vivante. Alors, dans cet épisode, ben, on va plonger dans l'intime du parcours de Vincent avant d'aller s'imprégner dans l'essence de ce que ça signifie, d'ouvrir les savoirs, de l'importance des savoirs ouverts, puis de la nécessité de repenser peut-être nos plateformes de partage, nos sociétés, autant individuellement que collectivement. Et puis, ben, on viendra éclairer le concept des communs avec la perspective de Vincent. Donc voilà. Donc écoute, merci beaucoup d'être avec moi. C'était long, cette introduction. Merci d'avoir été patient. Et puis, ben, au-delà de la présentation que je fais de toi, ben, je dis souvent que j'aime partir de l'intime et de qui est la personne et donc ce qui imprègne finalement son parcours. Donc, si tu veux me parler de toi, de ton histoire, de tes valeurs, de ton enfance, peu importe, de ce qui fait sens dans cette conversation et pour toi. Ben, tout d'abord, bonjour. Merci de me recevoir. Alors, par où commencer? Je peux
peut-être parler d'un peu de mon arc, une des choses qui a toujours été présent chez moi là, depuis aussi longtemps que je me souviens dans mon enfance. Euh, j'ai toujours été à la fois interpellé par le monde de l'imaginaire. Là. Très tôt, j'étais un lecteur boulimique et très tôt aussi, j'ai commencé à écrire par passion des textes un peu absurdes, imaginaires, science-fiction, etc., depuis que j'ai à peu près 8 ans. Et donc, j'ai ce côté de moi qui est un peu, mais très attiré par les idées originales, les perspectives originales, le monde de l'imaginaire. Et en même temps, je suis aussi très rationnel et pragmatique. J'ai un parcours scientifique et encore une fois, depuis très tôt, j'aimais ça dans mon enfance, explorer le monde autour de moi, bidouiller avec des circuits électriques. En tout cas, j'ai toujours vu un peu ces deux côtés-là, créatif et rationnel. Puis, ben, à l'âge adulte, depuis la fin de mes études, j'ai eu un parcours assez éclectique, là, mais très entrepreneurial. Puis pour moi, ça a été long, en fait, avant que je me considère comme un entrepreneur. Puis même aujourd'hui, je ne sais pas encore à quel point c'est une étiquette que je veux porter, mais ce qui est certain, c'est que pour moi, créer des projets, créer des organisations, je le vis à la fois comme un acte créatif et un acte pragmatique. Donc, ça vient me combler, disons, sur cet élan créatif-là que j'ai. Et ça me permet de sentir que j'ai un impact dans ma société et autour des valeurs qui sont chères pour moi. Puis, justement, un autre des fils conducteurs, disons, depuis très longtemps, c'est ce que j'appelle maintenant une vocation là, autour de l'accès aux connaissances et la démocratisation des savoirs. euh, qui a- qui m'a amené à effectivement là, étudier pour devenir bibliothécaire, et qui est une profession que j'ai exercée un certain temps, mais que je considère encore exercer, même si je ne travaille plus pour des réseaux de bibliothèques. Pour moi, tout le travail qu'on fait à Projet Collectif, ça reste une vocation très bibliothéconomique, là, dans le sens de organiser et favoriser l'accès aux connaissances. Puis, ben, évidemment, comme aussi un peu le socle de tout mon parcours professionnel, il y a cette volonté de contribuer à ma manière à une société plus juste, équitable, écologique. Et je pourrais parler un peu plus de ce qu'on fait à Projet Collectif dans ce sens-là, mais en tout cas, pour mettre la base, je dirais que c'est peut-être un peu comme ça que je me présenterais. Mhm. Ouais, c'était intéressant. En fait, t'imbriques un petit peu tout, autant ce que tu as vécu, puis ce que tu as exploré, puis finalement, c'est cet élan créateur qui t'amène à contribuer. Je trouve ça intéressant aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui se considèrent entrepreneurs qui nous suivent. Je sais que c'était pas du tout prévu à l'horaire, mais entreprendre, c'est quoi alors pour toi, si je puis me permettre? Pour moi, c'est de mettre en action nos idées, c'est que ce soit à travers le véhicule d'une organisation ou non. On peut entreprendre dans la vie civique, là, à travers des projets citoyens ou personnels ou artistiques. Euh, donc, pour moi, c'est ça. Quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui va oser mettre la roue en marche dans d'un projet ou de- d'une réalisation quelconque. Et ensuite, il y a plein de sortes d'entrepreneurs, là. Moi, dans cet univers-là, je me considère comme un entrepreneur collectif, un entrepreneur social. Donc, ce que je vais vouloir entreprendre, c'est beaucoup des projets que je vais vouloir faire avec d'autres et dans une volonté de partage du pouvoir, de partage des retombées, des visions. Et ce qui m'empêche pas de aussi vouloir entreprendre dans la sphère personnelle, là. J'ai des projets personnels. Pour moi, c'est un peu la même posture, c'est-à-dire Mhm. que je suis quelqu'un d'action. Je suis pas la personne qui va passer beaucoup de temps à faire plein de recherches, puis
Ça, c'est peut-être ouais, une de mes lacunes, mais heureusement, je suis entouré de plein de gens qui peuvent amener de la profondeur, disons, plus théorique à ce qu'on fait. Mais ouais. Donc pour moi, c'est ça, entreprendre. Puis quand je disais que j'ai de la misère avec l'étiquette, c'est que en réalité, oui, je suis un entrepreneur, mais je suis aussi un gestionnaire. Puis en fait, je suis avant tout un humain qui est engagé, passionné. Puis pour moi, mon travail, c'est un élan de passion plus que la volonté de créer une organisation à la base, là. Donc, Mm. l'organisation est un moyen pour un élan de vision, de valeur, de passion que je porte. Voilà. Merci. Bon, ben, on se retrouve là-dedans. Je dis souvent que Soenco, c'est un prétexte pour contribuer. Et puis, ouais, Mm. je trouve que c'est intéressant que, tu sais, que tu l'amènes puis que tu le déposes, en fait, qu'il y a tellement de façons d'être entrepreneur. Puis c'est un peu être entrepreneur à l'échelle de toutes les sphères de nos vies. Puis tout se regroupe vers, ben, pour toi, justement, cet élan-là de venir contribuer à quelque chose avec le collectif. Et puis justement, ben, t'en parlais, tu l'as nommé tantôt, je l'ai nommé en intro. En ce moment, ben, tu coportes le projet, un projet qui s'appelle Projet Collectif. Et puis dans Projet Collectif, ben, il y a cet élan-là justement d'aller ouvrir les savoirs et puis connecter les personnes autour, justement, pas juste des données, mais des humains aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quant à qu'est-ce que c'est Projet Mhm. Collectif, et puis qu'est-ce que ça signifie ouvrir les savoirs? Projet Collectif, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2021, que oui, je co-dirige là, avec mon collègue Joël Nadeau, mais on est toute une équipe, là, on est rendu une quinzaine de personnes, mais aussi un CA, on a quasiment 400 membres, donc c'est vraiment beaucoup de monde. Puis se retrouve autour de cet organisme-là qui porte la mission de connecter les savoirs et les personnes pour une société plus collaborative et ouverte. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur deux volets qui sont très reliés pour nous, là, la collaboration ouverte et les savoirs ouverts. Et je vais peut-être présenter le tout à travers un peu les constats qui nous ont menés à créer le projet collectif. On Mhm. constate que dans la société québécoise, c'est notre territoire, là. On pourrait dire ça aussi de d'autres régions du monde. Donc, au Québec, il y a une effervescence très riche d'initiatives, d'acteurs, d'organisations, d'institutions, de réseaux. C'est très effervescent tout ce qui se passe sur le terrain à travers le Québec dans plein de domaines qui portent en commun un système de valeurs pour une société justement plus juste, équitable, écologique. Puis là, je pense pas seulement au milieu de l'innovation, là. Je pense vraiment à travers la société québécoise, que ce soit le milieu communautaire, le monde euh, de la recherche, le milieu des municipalités, le monde de la culture, de l'éducation, de la santé, la fonction publique. Il y a des centaines de milliers de Québécois, Québécoises qui sont engagés dans toutes sortes d'initiatives, que ce soit des, des mouvements sociaux jusqu'aux institutions gouvernementales. Mais tous ces gens-là ont en commun de vouloir contribuer à une meilleure société. Puis, à travers cette organisation de la société-là, on remarque qu'il y a plein de silos. Les gens travaillent dans leur secteur d'activité, dans leur organisation, dans leur territoire. Puis, il y a finalement assez peu d'occasions et de leviers pour faciliter la rencontre entre les personnes d'un secteur à un autre, d'une région à un autre, autour de problématiques qui sont souvent partagées, communes. Et, euh, Et en même temps, le travail en silo-là fait en sorte aussi que les connaissances qui témoignent de toute cette activité-là, puis là, je parle des connaissances vraiment terrain, là, expérientielles, les bonnes pratiques, les rapports que tout le monde génère à tout bout de champ, ben, ces connaissances-là, souvent, sont créées d'une manière à s'adresser à un cercle d'initiés assez proche. Et c'est des connaissances qui circulent assez mal dans la société et qui sont assez difficiles à repérer. Et donc, c'est là où on en arrive avec Projet Collectif, avec l'idée de soutenir la collaboration ouverte. Donc, par là, ce qu'on entend, c'est de faciliter la rencontre entre les personnes qui travaillent sur des problématiques communes à travers la société, indépendamment de leur région, de leur secteur d'appartenance.
puis de faciliter la circulation des savoirs qui témoignent de tous ces projets, de tous ces apprentissages-là. Puis, nous, on les met comme deux côtés d'une même médaille parce que les savoirs ne sont pas que explicites ou intégrés à des documents. Les savoirs résident en fait beaucoup en nous, des savoirs expérientiels, tacites. Les humains sont des formidables véhicules de savoir. Donc, connecter les gens entre eux, favoriser la collaboration, la création de liens de confiance entre les personnes, ben, c'est aussi euh, favoriser le transfert de savoir. Hmm. Donc, tout ça nous a amené à créer le projet collectif. Puis, très concrètement, on réalise ce mandat-là de plein de manières. Tu me nommais en introduction, on, on anime des cours d'apprentissage, on soutient plein de démarches à travers le Québec pour aider ces acteurs-là à documenter leur savoir, à créer des communautés pratiques, à développer des bases de connaissances ouvertes et collaboratives. Puis, on a aussi créé des plateformes numériques. Donc, pour l'instant, il y en a deux. Praxis, qui est une plateforme d'accès au savoir, puis Pastel, qui est une plateforme de communauté pratique. Puis là, on est en train de planifier une troisième plateforme, Babillard, qui va être une plateforme d'accès à l'information éphémère, là, comme les événements, les annonces, les communiqués, etc. Voilà, je m'arrête là. Je peux en parler longtemps de tout ce qu'on fait, mais on pourra plonger dans la suite là-dessus. Ben oui, bien sûr. Ben en fait, ça donne un très beau portrait de justement d'où c'est parti un petit peu, pourquoi c'est venu titiller quelque chose, puis comment ça c'est en train de se prendre forme, se transformer. J'ai trouvé très intéressant ce que tu partageais au niveau de ces savoirs finalement qui ne sont pas uniquement des savoirs qu'on met sur papier, qui se retrouvent dans des articles, dans des livres, mais vraiment comme le savoir qui est incarné par la personne même que tu rencontres, que tu as en face de toi, qui incarne quelque chose peut-être, et puis qui du coup te transmet quelque chose. Et donc, il y a tellement de types de savoirs. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça amène beaucoup à ce concept-là qui est à nouveau même dans les savoirs. Puis quand tu rencontres une personne, ben, il y a comme une transmission qui se fait vraiment dans l'invisible, un petit peu au-delà de ce qu'elle peut te transmettre en mots. Donc ça rejoint beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Puis justement, c'est là, un peu plus tôt dans l'intro, je parlais que euh, justement comment dire? Que le fait de repenser les savoirs, c'est repenser aussi notre société. Et puis justement, comment est-ce que de repenser notre manière de faire circuler l'information au-delà des plateformes, par exemple, qu'on voit net, puis qui sont un peu comme qui viennent en même temps amener une forme de manipulation. Puis là, je m'excuse, c'est un jugement, mais je parle de Facebook, de toutes les plateformes sociales qu'on voit en ce moment. Euh, c'est quoi cette perception-là différente? Puis comment justement ça se sépare de ces plateformes qui viennent amener un élément d'influence, mais parfois d'influence non positive? Puis comment est-ce que ça peut transformer nos sociétés? Puis où est-ce qu'on veut s'en aller en tant que société? Fait que là, j'ai bafouillé 10 fois, je m'excuse, mais j'espère que ma Non, question est toujours claire. oui, oui, c'est clair. Puis, ben, j'aurais envie de prendre ce sujet-là, pas tant par l'angle des plateformes pour l'instant, mais plus justement les paradigmes sociétaux dans lesquels on produit les savoirs actuellement. Puis, évidemment, il y a tout l'univers des savoirs scientifiques, académiques, qui sont très structurés, puis on pourrait en parler longtemps aussi un peu des dérives là, de la production scientifique. Mais quand on pense à tout le reste de la société, le monde professionnel, les mouvements sociaux, la pratique sociale en général. On vit dans un paradigme qui est celui des savoirs fermés par défaut. Donc, tu sais, généralement, les organisations, là, si on prend le cas le plus fréquent, vont produire des savoirs en ayant vraiment cette posture-là où, par défaut, les savoirs sont pas rendus publics, ne sont pas un bien commun. Puis, à la pièce, l'organisation va décider, OK, mais tel document, on va le mettre sur notre site web, on va le rendre public, mais on va quand même garder une licence de propriété intellectuelle sur tous ces savoirs-là. Puis, donc, on est comme dans cette société-là où les savoirs sont considérés comme
propriété puis une valeur très grande et qu'on veut protéger à tout prix. Puis, la conséquence de ça, c'est que les savoirs pratiques, expérientiels sont finalement assez difficiles à repérer puis à consulter. L'autre, évidemment, nous, ce qu'on met de l'avant, c'est de peu à peu, c'est une vision très long terme, ça va prendre sûrement plusieurs générations, mais c'est qu'on arrive à une société où les savoirs sont ouverts par défaut. Donc, pour nous, les savoirs ouverts, c'est avant tout une posture sociale dans laquelle on vient se situer quand on produit des savoirs pour se dire, ben, les savoirs qu'on produit ont effectivement une valeur, mais avant tout une valeur euh, d'intérêt public, d'intérêt commun pour la société. Donc, on va, par défaut, rendre accessibles et disponibles et adaptables les savoirs qu'on produit. Puis, à la pièce, on va décider que non, tel savoir est confidentiel, stratégique, donc on Mhm. va le garder privé ou on va se garder une propriété, disons, sur ces savoirs-là. Donc, il y a tout un renversement de posture qu'on essaie d'incarner puis qu'on essaie d'amener dans la société, très ambitieux. Puis, à travers ça, il y a aussi un autre paradigme qu'on essaie de déconstruire, qui est celui qu'on appelle le paradigme du document. Donc, par défaut, on est devenu un automatisme très profond, là. Quand on produit de la connaissance, mais on va souvent avoir le réflexe de créer un document. Un document linéaire, classique, avec un début et une fin, puis des sections, puis là, on va publier ça en PDF sur notre site web. Puis, c'est tellement devenu la norme que c'est quasiment loufoque de le remettre ça en question. Tellement c'est vraiment ce que tout le monde fait. Mais en même temps, il faut reconnaître que les documents linéaires classiques ne sont pas toujours le meilleur véhicule pour la connaissance, parce que quand on publie un document de 43 pages, puis qu'il y a il y a énormément de savoirs qui peuvent être inclus, puis c'est impossible de venir citer ou diffuser un des éléments de savoir. Donc, c'est comme si on force un genre de bloc modélistique pour un ensemble de connaissances qui pourraient être atomisés puis vivre chacun leur vie et tout en étant réalité, bien sûr. Donc, ça, c'est un autre des moyens qu'on met de l'avant à Projet Collectif d'amener les gens à repenser la production de savoir dans un format qui est plus en réseau, donc atomique et évolutif et dynamique, plutôt qu'une vision plus statique et linéaire comme le document classique le propose. Donc, briser le paradigme du document, pour nous, c'est comme une des façons de peu à peu briser le paradigme du savoir fermé par défaut. Mais bon, ça va prendre du temps. Puis, ben, pour revenir à la question des plateformes numériques, effectivement, là, les algorithmes des plateformes, surtout des réseaux sociaux américains, ben, vont créer des effets pervers, là, des chambres d'écho, puis mettre en valeur des contenus qui sont optimisés pour favoriser l'engagement, pas nécessairement parce que c'est des contenus qui sont utiles ou intéressants. Euh, Nous, à Collectif, parmi tout ce qu'on fait, on a notamment initié des plateformes numériques euh, qu'on a justement créées comme des communs numériques. Euh, Puis, ben, la philosophie derrière nos plateformes est très différente. Donc, on n'est pas dans l'optimisation pour l'engagement, mais plutôt la création d'un commun de connaissances et qui va pouvoir outiller les acteurs terrain dans leur travail, puis vraiment offrir un, un accès à des savoirs et à des communautés utiles pour les gens. Le tout sur des principes d'éthique puis de logiciels libres. Donc, mais malgré tout, on n'a pas la prétention d'être une alternative aux plateformes privées américaines. On crée pas un réseau social ou ce type de plateforme-là. Mais ça peut être quand même rassurant pour bien du monde qu'il existe des alternatives pour avoir des espaces de discussion sur Passerelle, quand même une alternative aux groupes Facebook ou à des groupes sur certaines plateformes. Voilà, donc c'est un peu ça notre grande vision de société. Puis je rajouterais aussi peut-être que
la, cette, cette approche-là qu'on a par rapport au savoir, c'est aussi parce qu'on croit que la connaissance, accéder aux connaissances, puis mettre en commun les connaissances comme un grand projet de société, c'est une façon d'encapaciter les milieux dans leur capacité d'agir, donc dans la résilience des communautés. Donc, le savoir, évidemment, c'est une des clés pour une société qui est en mesure de réagir aux enjeux, aux crises. Les savoirs et en fait la connexion humaine, peut-être même encore plus. Donc, c'est pour ça qu'on agit aussi sur la collaboration dans une volonté de créer des liens de confiance entre les personnes, puis de créer une société où il y a encore plus de maillage entre les gens et qu'on sorte un peu de cette combinaison de petites bulles un peu fermées sur elles-mêmes, comme on voit souvent juste dans la façon que la société est organisée en secteurs et en territoires, là. Oui, oui. Mais en fait, je trouve ça tellement intéressant, le portrait que tu donnes, puis à chaque fois un petit peu à la fois ce qu'il y a dans le tangible des actions que vous portez, puis en même temps la vision qui est plus grande, puis cette confiance que dans un temps plus long, ben, il y a quelque chose qui va se produire, qui va se tisser. Et je trouve intéressant de voir à quel point finalement, dans cette vision-là, tu sais, c'est des actions que vous amenez au travers les plateformes, au travers justement le paradigme du document, justement, où la transmission ne se ferait plus juste par un document structuré de telle manière, qui vient pas juste par l'action de ne plus créer ce type de document ou créer un autre autrement, va aller transformer à l'intérieur, au fil du temps, ben, la posture incarnée par les gens. Donc, je trouve ça intéressant, la notion de posture qui se transforme, mais qui se transforme sur un temps long, même s'il y a de l'action dans le court terme, en fait, qui se fait puis qui vient tisser ça. Puis, tu sais, je trouve ça important que tu dises que finalement, c'est pas une forme de compétition avec les plateformes américaines qui existent ou toutes ces plateformes-là, justement, qui ont une autre vision, finalement, de la société, mais que c'est plutôt un espace que vous créez, justement, dans cette idée d'amener comme un commun des numériques, puis finalement d'amener une autre alternative qui permet de connecter, puis de faire en sorte que chacun retrouve cet élan-là, d'être en capacité d'agir, en fait, parce qu'il y a beaucoup ça, ce sentiment d'isolement, d'impuissance, de tout ça qu'on ressent dans la société en ce moment, puis qui fait que bah, pour beaucoup, bah, ça fige, en fait, complètement. Et que cette posture-là, finalement, vient dire, ben, chacun a un peu sa place autour de la table, puis vous pouvez vous parler, puis chacun a quelque chose qu'il peut apporter puis qu'il peut faire. Puis justement, là, tu parlais des communs numériques, donc je voudrais qu'on en vienne justement à cette notion des communs qui vient teinter un petit peu l'approche justement autour des savoirs, puis de l'ouverture des savoirs. Est-ce que tu peux nous définir ce que ça veut dire pour toi, ben, justement, les communs, puis ce concept, ce principe des communs? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, puis j'ai préparé, j'ai sorti la définition du lexique Praxis. Donc, sur Praxis, il y a un lexique avec comme 1500 termes, puis évidemment, les communs sont définis. Il y a plusieurs définitions qui existent, puis j'ai pas la prétention d'être un expert, là. On a Marie-Soleil Lallier dans l'équipe qui est une experte sur le sujet. Mais en gros, un commun, c'est un ensemble de ressources en accès partagé et collectivement gouverné au moyen d'une structure de gouvernance assurant une distribution des droits et des obligations des participants au commun. Donc, un commun, ça se veut être une façon de créer, de gérer une ressource un peu en dehors, donc le modèle le plus pur en dehors de la logique marchande habituelle de notre système économique, avec quand même une façon de structurer le partage du pouvoir entre les participants au commun, qu'on appelle les commoneurs. Mhm. Euh, et Donc, c'est pour prendre l'exemple des plateformes en commun, là, la suite de plateformes qu'on crée, ben, là, ici, c'est un commun numérique, c'est un logiciel libre. On est en train d'étudier justement la licence qui va permettre de cadrer là, le fait que le code de la plateforme est libre. Et ensuite, on est aussi en train de bâtir une structure de gouvernance dans une approche de commun
avec la communauté d'utilisateurs, utilisatrices des plateformes. Puis notre vision, c'est un peu ça là, aussi l'idée de la posture, c'est de que projet collectif comme organisation, on est vraiment l'initiateur. On- avec nos capacités, on est capable de créer cette ressource-là, mais ensuite, on va la mettre en commun, on va la transférer, puis peu à peu, travailler à ce que cette ressource-là soit portée par la communauté, puis ne soit pas non plus dépendante de projets collectifs comme structure. On pourrait Mhm. imaginer que les plateformes en commun existe encore au-delà de la durée de vie disons, de projets collectifs. Les organisations ne sont pas éternelles, puis on espère que les communs qu'on crée mais, puissent avoir une durée de vie plus grande, puissent traverser les différents contextes là, qui pourraient se présenter dans le futur. Puis, de plus en plus à l'interne, on réfléchit à la question des communs. Évidemment, on crée des communs. On veut aussi euh, soutenir le renforcement de capacité par rapport au commoning dans la société. Donc, les communs, c'est quelque chose, c'est une ressource, Mhm. mais le commoning, c'est une posture de contribution à un projet, à une démarche, à une organisation. Puis on croit que le commoning, comme posture de collaboration, il y a un appétit pour cette approche-là dans plein de milieux. Justement, on parlait qu'il y a des membres de notre équipe qui ont discuté récemment avec des gens des centres d'action bénévoles. Puis, tu sais, le bénévolat comme modèle de contribution sociale, ben, est aussi en train de se réinventer. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement avoir une posture de bénévole, tu sais, qui est un peu l'équivalent, son caricature là, d'un travailleur non rémunéré. Mais il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à contribuer à travers une posture de commoneur, c'est-à-dire, oui, je contribue, mais ça fait sens pour moi, puis j'ai non seulement, je mets non seulement du temps, mais je peux aussi avoir voix au chapitre, puis pouvoir contribuer à la réflexion, puis au développement des projets dans lesquels je m'implique. Donc, c'est un peu une autre posture, puis c'est dans notre volet collaboration ouverte, mais on va peu à peu vouloir soutenir le développement du commoning au Québec. Oui. Donc, en fait, est-ce que le commoning, ça serait comme ramener cette forme d'agir en commun, mais qui est un agir justement où chacun a une voix au chapitre, au-delà mettons, du bénévolat, entre guillemets, en fait, du soutien qu'il apporte à tel ou tel centre ou organisation, quoi que ce soit. Donc, que dans le fond, ça ne soit pas au niveau d'une sphère en particulier, mais qui est possibilité de partager ses perspectives au-delà de là où il œuvre dans le concret. Oui, puis ce qui est sûr, c'est que en réalité, c'est un spectre, là. Il y a pas de, tu peux avoir des projets qui incarnent une approche de commoning sans que ce soit complètement une gouvernance à pouvoir partager à 100%. Donc, mais je pense qu'en injectant un peu cette posture-là, on peut tendre, encore une fois, si on se met dans un temps long, puis on réfléchit disons, à l'évolution des pratiques sociales, on pourrait imaginer que plus ça va, plus cette culture-là est incarnée. Puis c'est très proche, en fait, tout le mouvement coopératif et de l'économie sociale où là, on a encore une fois la gouvernance partagée, mais ça demeure inscrit dans un système économique relativement classique. L'économie sociale se propose d'un peu concurrencer le marché privé par la vente de biens et services, mais à travers des structures démocratiques. Le commoning puis les communs, mais ça va encore plus loin en disant, ben, peut-être qu'on peut créer des ressources qui ont une grande valeur, mais qui ne sont pas soumises nécessairement aux mêmes réalités économiques que l'entrepreneuriat social, l'économie sociale. Oui, ça vient en fait élargir un peu la perspective. Puis je ne sais pas, puis peut-être que je dis des bêtises, mais il y a beaucoup la notion de propriété justement qui veut se retirer de cette approche-là en disant, des fois, c'est de s'approprier collectivement quelque chose en fait qui n'appartient à personne. Puis un peu ce que Ouais. tu partageais pour la plateforme en commun, c'est
projet collectif est l'initiateur du projet, puis c'est lui qui construit cette plateforme en ce moment, puis qui vient aller décortiquer puis planifier ce qui pourrait faire en sorte que ce soit ouvert au niveau du code, au niveau justement de toute la participation autour, et qui deviendrait finalement cette plateforme qui n'appartient à personne, mais qui appartient à tout le monde. Ouais, qui est dans le domaine public, là, qui appartient à l'humanité, disons. Puis là, on est dans le cas de logiciel libre, mais tu sais, c'est très. Ça fait longtemps que ça existe dans le monde du logiciel, là. Mhm. L'univers du logiciel libre fonctionne comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, en ce moment, il y a vraiment de l'intérêt au Québec pour cette approche-là dans le monde de l'immobilier collectif, du foncier, de l'agriculture. Il y a plein de fiducies foncières, fiducies d'utilité publique qui émergent. Donc, c'est super de voir aussi que ces approches-là peuvent s'appliquer à un territoire, puis dans bien des situations, c'est c'est absurde de considérer que le territoire est privatisé, l'habitation est privatisée. Donc, devant les crises qui se présentent à nous, je pense que ces approches-là peuvent gagner en popularité. Puis, moi, je veux pas me faire d'attente, puis je me dis, mais tout ce qu'on fait, ça se réfléchit dans le temps long, puis peut-être que ça va jamais devenir des paradigmes dominants là, ou des postures dominantes, mais peut-être aussi qu'avec l'accélération des crises que va traverser la société, on va de plus en plus être à la recherche de nouvelles façons de s'organiser Oui. et que ce qu'on est en train de mettre en place un peu comme infrastructure, ben, va pouvoir contribuer à répondre à ces besoins-là de plus en plus. Oui, puis aller ramener justement cette idée de peut-être transformer la façon dont les communautés se rejoignent et dont chacun s'organise ensemble, alors que justement dans la crise qu'on vit, ben, il y a ce côté-là que tout le monde se sépare un petit peu, justement, il y a l'organisation en silo dans les différentes sphères de la société ou au niveau des savoirs, mais il y a des gros murs entre les personnes, entre les humains, et dans cette quête justement de liberté individuelle qui nous éloigne un peu de cette justice sociale-là. Donc, je trouve ça intéressant, puis que justement, ce principe-là des communs qui est applicable un peu partout au final. Mais effectivement, je suis d'accord que tu sais, il y a peut-être ce rêve-là que ça amène à ça, mais soit on ne le vivra pas de notre vivant, soit ça va se passer, soit ça peut ne pas se passer, mais peu importe ce qui est semé maintenant, ça peut permettre de contribuer. Puis justement, dans ma question, justement, en lien avec ce principe-là, tu as parlé de niveau technologique, hein, parce qu'il y a l'aspect très technologique dans la plateforme. Et au-delà des défis technologiques, c'est quoi les défis qui se présentent à vous en ce moment avec ce que vous essayez de mettre en place? Ben, il y a plein de défis. Je pense que les plus grands défis, ça va toujours être le fait qu'on s'attaque, entre guillemets, à des habitudes bien ancrées dans les milieux. Euh, et aussi, ben, tout le monde est surchargé, il y a un manque de ressources. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont trouver intéressant ce qu'on fait, mais qui n'ont pas la capacité de prendre le temps d'y réfléchir, de discuter avec nous de projets, d'aller chercher des fonds pour démarrer des choses. Donc, c'est sûr que il y a cette réalité-là à laquelle on est confronté, mais en même temps, tellement vaste, la société, Mhm. la société québécoise, et que de toute manière, on, tu sais, on travaille avec les milieux qui sont prêts et prêtes à embarquer dans cette façon de faire, à explorer ces façons de faire-là. Puis, ben, il s'avère qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont prêts à embarquer dans cette mouvance-là, puis à commencer à produire des savoirs de manière ouverte, à créer des communautés pratiques, à collaborer autour de projets. Puis, ben déjà, juste avec ceux que ça interpelle, ça me garde très occupé, puis ça fait en sorte qu'on est quand même dans un peu une gestion de l'enthousiasme. Il y a beaucoup de gens qui tapent à notre porte, qui veulent développer des partenaires avec nous, puis c'est vraiment génial. Pour donner une idée,
On a lancé au début de l'année un appel d'intérêt parce qu'on va bientôt déployer des bases de connaissances ouvertes sur Praxis. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais une nouvelle façon d'organiser les savoirs par base de connaissances. Puis là, on est en train d'étudier une trentaine de projets concrets de bases de connaissances. Donc, dans plein de sphères de la société, là, en santé, en alimentation, en transport. Puis à chaque fois, ben, c'est des grappes de partenaires de différents écosystèmes qui se réunissent parce qu'ils veulent mettre en commun leurs connaissances dans un espace un peu neutre et partagé comme une base de connaissances, plutôt que de garder chacun sur leur site web, qui est peut-être un peu une ancienne façon de faire, mais qui est encore très répandue. Donc, juste, autant le défi, disons, plus macro, c'est le changement de, de, de culture dans les organisations qui se fait lentement, le manque de ressources, etc. Ben, un des défis plus imminents et court terme, c'est quand même pour nous la gestion de tout le momentum qui s'installe autour de nous, de l'ensemble des opportunités qui se présentent à nous, parce on veut pas se disperser, on veut rester intentionnel dans comment on accorde notre temps, puis on veut pas non plus que l'équipe soit débordée. Donc, il y a toute cette gestion-là du développement de l'organisation qu'on ne veut pas développer trop vite, mais en même temps, on veut se donner les moyens pour être une organisation qui va pouvoir dire, mais pouvoir répondre aux besoins en fait, qui se présentent à nous, puis agir de manière significative sur la société. Donc, ça revient un peu à un défi de gestion. C'est comment on structure nos opérations, notre équipe, sans trop structurer parce qu'on veut garder une culture très organique, collégiale, créative. Donc, c'est quelques défis, mais c'est des très beaux défis, puis on s'amuse beaucoup, on a une belle vie d'équipe. On n'a pas à se plaindre, en fait. Ouais, 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 ça se ressent, ça se ressent. Donc, oui, ce défi à la fois de gérer comme un petit peu ce qui se passe au niveau macro, au niveau de la posture, de la culture, des habitudes, puis et en même temps cette gestion d'enthousiasme qui se fait sentir tout autour et finalement qui nourrit votre projet, mais qui fait que ça demande une certaine structure pour pouvoir dire oui en fait à tout ce qui vient vers vous et finalement qui va vers cette vision. Euh, et puis bah là, du coup, j'en viens à cette question-là, qui est celle du ensemble, qui est celle du nom du podcast, qui dit Ensemble demain. Ben justement, au travers de tout ça, si tu avais à amener peut-être une perspective plus globale, à quoi le ensemble peut nous servir, puis cette posture collaborative, ouverte dans cette transition de société, en fait, pour qu'elle soit plus en soutien de la vie au final et de la justice et d'une autre forme peut-être de liberté, repenser aussi cette liberté-là. Quelle vaste question. J'aurais envie de revenir à la base qui est qu'on est, on est quoi, 8 millions d'humains au Québec sur un territoire. Il y a, il y a un concept, là, qu'encore une fois, ma collègue Marie-Soleil m'a appris, qui est le concept de reliance, qui est un terme qui désigne la qualité et la quantité de liens de confiance qui existent entre les personnes, entre les humains. Euh, je pense que on gagne à avoir une plus grande reliance entre les membres de la société, mais pas juste au niveau quantitatif, mais aussi au niveau de la diversité des liens. Là. Souvent, les gens vont avoir des liens de confiance avec des personnes qui leur ressemblent beaucoup dans leur sphère d'activité ou socio-économique ou territoriale. Moi, je rêve d'une société où il y a de la reliance euh, intergénérationnelle, interculturelle, interrégionale. C'est vraiment un grand réseau d'humains connectés à travers le territoire qui, qui se connaissent assez bien pour pouvoir faire appel les uns aux autres. Et, euh, et pour moi, tout ça, ça forme un peu le tissu d'une société qui est résiliente. Et je pense qu'en ce moment, c'est ça qu'on a besoin, d'une résilience communautaire, sociale, humaine, parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous attend, mais ça se peut que les structures soient affectées. Et donc, je pense que ce qu'on a besoin, c'est pas tant de créer des nouvelles structures,
mais d'aller encore plus fondamental, créer du lien entre les humains Mm. qui, qui vont ensuite pouvoir être plus en capacité de faire face à des crises. En fait, c'est déjà commencé. Puis, ben là, je parle beaucoup d'humains, mais je pense que c'est important aussi que tous ces beaux humains soient connectés à la nature, au vivant, à leur environnement et qu'il y ait aussi un changement de culture par rapport à, à ce territoire que l'on habite. Mm. Donc, c'est encore une fois très utopique, mais il faut commencer, faut, on faut s'inscrire dans une vision long terme. Puis je pense que ça pourrait s'accélérer. Puis c'est probablement que plus les crises vont devenir palpables, ça commence déjà à l'être, ben, malheureusement, on va peut-être de plus en plus sentir qu'il y a comme une double société, là. Les personnes qui s'engagent dans cette voie-là de, de pouvoir travailler à une société plus résiliente, écologique, etc. Puis peut-être que l'autre polarisation, l'autre côté d'une société qui veut préserver ses acquis va quand même continuer. En tout cas, on ne fait pas d'illusions, mais voilà, ça n'empêche pas qu'on doit travailler à la résilience des communautés à travers tout ça. Ouais, puis peut-être t'en parlais au début dans ce qui te définissait, et puis cette notion d'imaginaire, en fait, et de cet élan-là de créer, d'imaginer. Mais des fois, ça passe, oui, ça a l'air d'une grande utopie, puis ça a l'air illusoire, et en même temps, c'est un petit peu un autre imaginaire à tisser, et donc ça commence un petit peu par l'imaginaire qu'on choisit de tisser déjà en nous, et puis entre nous, puis tout autour de nous. Donc, j'ai envie de te dire qu'on se rejoint dans ce rêve-là. Alors, on va être deux utopiques, Ouais. réalistes ou pas réalistes, je ne sais pas. Donc, ben là, ce que j'entends, c'est ton rêve finalement. Tu m'as partagé ton rêve. Et C'est un puis, de mes différents rêves, donc c'est un grand rêve. Ouais. ouais, c'est un grand, grand rêve. C'est un beau rêve. Puis là, je sais que cette question n'était pas prévue non plus à notre discussion, mais justement pour aller nourrir cet imaginaire, nourrir le rêve ou nourrir cette vision-là. Puis là, tu peux ne pas répondre si ça te prend de court, mais justement, qu'est-ce qui serait le fun que je reçoive ici ou quel livre ou quel média, peu importe, qu'est-ce que ça nous ferait du bien d'aller écouter, lire en ce moment? Euh, ben, recevoir ici, à ton balado, on en parlait en métro, là, je pense qu'il y a plein de gens, en tout cas, de l'équipe de Proche Collectif, mais aussi de notre environnement immédiat, des gens, des partenaires avec lesquels on travaille. Je vais pas me lancer je vais pas nommer de nom Mhm. comme tel, mais je pourrais te partager. Il y a plein de choses qui se passent de vraiment fascinants auxquelles nous, on est comme dans une position de partenaire ou d'observateur. Il y a un mouvement social en émergence là, qui s'appelle Multitude, qui est vraiment à connaître et à suivre autour de la transition socio-écologique. On a, on publie un bulletin de veille là, à chaque mois, à chaque 2 semaines, qui s'appelle l'édito Quinzo. Puis là, en prévision de l'été, on a fait une liste de lectures de produits culturels disons, qu'on recommande aussi. Donc, ça peut être une des sources où les auditeurs pourraient trouver des éléments intéressants. Mais je vais continuer à y penser si je pense à des éléments plus précis, là, je t'écrirai. Mais bien sûr, oui, oui, je t'ai pris de court, mais c'est parfait. Je me réfère à ça, multitude, puis l'édito Kinzo à aller explorer bientôt. Merci beaucoup, Vincent, pour ce moment. Ben, encore une fois, un autre beau moment qui me fait réaliser que c'est bon de suivre les élans puis les étincelles qui se profilent. Et puis, ben, merci pour ceux qui nous ont écoutés. Puis, n'hésitez pas, voilà, à interagir puis à venir jaser autour de ces grands sujets-là. Voilà.
À bientôt. Merci encore. Merci, Sophia.